Elle n'était qu'une simple mécanicienne, les mains tachées d'huile et le cœur rempli de rêves brisés. Lui, un milliardaire solitaire, que l'argent n'avait jamais réussi à combler. Leur rencontre n'aurait jamais dû exister. Pourtant, ce jour-là, le destin a décidé de mêler la poussière des ruelles à l'éclat des tours de verre. Et de cet amour interdit naquit une histoire qui bouleversa deux mondes. La fille des moteurs. Le matin s'étirait lentement sur le quartier populaire de Médina. Les ruelles étaient déjà animées, vendeuses de beignets criant leur prix, charrettes grinçantes tirées par des chevaux efflanqués, taxis déglingués qui crachaient de la fumée bleue. Ici, le temps ne s'arrêtait jamais, sauf quand la pluie venait frapper les tôles ondulées comme des tambours de guerre. Au bout d'une ruelle étroite, un vieux garage se dressait, tordu mais tenace, chez Samba. L'enseigne cabossée n'avait plus que la moitié de ses lettres. Mais derrière ces murs décrépits, Aïcha, 23 ans, faisait vivre le fer et la sueur. Elle enfila sa salopette bleue, usée et couverte de taches noires. Ses cheveux étaient attachés dans un foulard rouge, et son regard, malgré la fatigue, brillait d'une détermination que rien n'éteignait. Elle ne réparait pas seulement des voitures, elle réparait sa vie et celle de sa famille. « Moussa !» cria-t-elle à son apprenti, un adolescent maladroit qui traînait encore les pieds. « Grande sœur, j'arrive !» gémit-il, les yeux encore gonflés de sommeil. « Dépêche-toi !» Un moteur, ça ne t'attend pas comme une maman qui te garde ton bol de café. « Passe-moi la clé de 12. » Moussa s'exécuta en grommelant. Aïcha, elle, plongea ses mains fines mais déjà calleuses sous le capot d'une vieille Peugeot. Elle savait écouter les moteurs comme d'autres savent écouter les cœurs. Chaque bruit était pour elle une voix, un piston jaloux, une soupape fatiguée, une courroie qui sifflait sa colère. Dans un coin de l'atelier, trônait une vieille boîte en fer blanc, fermée par un cadenas rouillé. Dedans, Aïcha gardait le seul héritage de son père, des plans griffonnés, des schémas d'alternateurs solaires, et quelques lettres qu'elle relisait en cachette. Son père avait été ingénieur, brillant, visionnaire, mais trahi par ses associés, dépouillé de son entreprise, et mort d'amertume. Depuis, Aïcha portait ce fardeau comme une flamme. Vers midi, la chaleur devint étouffante. Les tôles du toit vibraient sous le soleil brûlant. Une vieille femme arriva en haletant, traînant derrière elle une Peugeot essoufflée. « Aïcha, ma fille, regarde-moi ça. Si elle me lâche, je n'ai plus de marché. C'est tout ce que j'ai. Ne t'en rends. Cette vieille dame a encore du souffle. On va lui redonner de la voix. » Elle se mit à l'œuvre. Le cliquet résonnait, les outils s'entrechoquaient. Les voisins passaient la tête, observaient, commentaient. Après une heure de lutte, le moteur rugit à nouveau. La vieille femme pleura de joie, serra les mains d'Aïcha, et s'en alla sous les applaudissements des habitants du quartier. « Que Dieu bénisse tes mains, ma fille. Elles valent plus que l'or, » dit-elle avant de partir. Aïcha essuya son front, but une gorgée d'eau tiède, et fixa le ciel lourd. « Un jour, murmura-t-elle, je construirai l'école dont papa rêvait. Une école où les filles apprendront à manier les clés à molette comme les garçons. » Au loin, les tambours d'un griot s'élevèrent, annonçant un mariage. Sa voix grave portait des histoires d'ancêtres, de victoire et de trahison. Aïcha s'arrêta un instant, bercée par ces chants. Elle rêva d'un avenir où son nom aussi serait chanté. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'à ce même moment, une limousine noire traversait l'avenue principale. Son moteur vibrait étrangement, comme s'il annonçait que le destin, lui aussi, avait besoin d'une réparation, et qu'il viendrait frapper à sa porte plus tôt qu'elle ne l'imaginait. La rencontre inattendue. Le soleil était à son zénith quand un grondement inhabituel fit tourner toutes les têtes de la ruelle. Ce n'était pas le bruit familier des taxis déglingués ni des mobylettes qui toussaient, c'était le rugissement feutré d'une limousine noire, brillante comme une pierre précieuse tombée du ciel. Les enfants du quartier coururent derrière elle, fascinés. Mais soudain, la bête de luxe s'essouffla, octa, puis s'éteignit net devant le garage d'Aïcha. « Ya Allah !» gémit le chauffeur, paniqué, en sortant de l'habitacle. « Garage Samba ? C'est ici ? » « Oui, » répondit Moussa, fier comme un coq. « Mais c'est ma grande sœur Aïcha qui répare tout. » Aïcha s'approcha, essuyant ses mains pleines de cambouis sur son foulard rouge. Elle toisa la limousine, puis le chauffeur en sueur. « Qu'est-ce qui se passe ? » Le moteur s'est arrêté d'un coup. On allait à un rendez-vous important. Avant qu'elle ne réponde, la portière arrière s'ouvrit avec lenteur. Et un homme descendit. Grand, élégant, costume bleu nuit taillé sur mesure, lunettes discrètes, regard perçant. Tout le quartier se figea,
Idriss Kouyaté, le milliardaire dont les journaux parlaient chaque semaine. Il leva les yeux vers l'enseigne cabossée chez Samba, et esquissa un sourire. « Bonjour, dit-il, d'une voix grave mais douce. On m'a dit que c'était ici qu'on trouvait les meilleurs mécaniciens. Les moteurs ne mentent pas, mais les hommes exagèrent, répondit Aïcha, imperturbable. Ouvrez le capot. Sous les murmures des voisins, elle plongea ses mains dans les entrailles de la limousine. Elle écouta, toucha, observa. Batterie, rien à signaler. Alternateur, capricieux. Faisceau, paresseux. Et vous, monsieur, vous roulez clim à fond même dans les embouteillages, n'est-ce pas? Coupable, admit Idriss avec un sourire surpris. Le chauffeur ouvrait déjà son portefeuille. Mais Aïcha referma le capot et dit. Pour un diagnostic, je ne prends pas d'argent. Une poignée de main suffit. Idriss hésita, puis tendit sa main. Aïcha l'essuya vite sur sa salopette avant de la serrer. Le geste fut bref, mais autour d'eux, le temps sembla suspendu. Même les enfants cessèrent de courir. Vous êtes différente, dit Idriss en la regardant. Je suis mécanicienne, répondit-elle sèchement. Ici, on parle au moteur, pas aux illusions. Après quelques réglages rapides, la limousine ronronna à nouveau, docile comme un félin apaisé. Idriss hocha la tête. Merci. Mais, permettez-moi au moins de vous inviter à déjeuner. Les voitures détestent qu'on mange juste à côté d'elles, répondit Aïcha en plaisantant à moitié. Bon, d'accord. Mais pas longtemps. Ils traversèrent la rue poussiéreuse, côte à côte. Les regards les suivaient, mi-envieux, mi-moqueurs. Au coin, sous l'ombre d'un manguier, ils s'assirent chez Maman Kadi, une gargote réputée pour son thiéboudienne. Idriss Kouyaté, dit-il en se présentant avec simplicité. Je sais. Mais ici, ça ne m'impressionne pas, répondit Aïcha en plongeant ses doigts dans le riz rouge. Il rit, surpris. Rarement quelqu'un lui parlait ainsi. Pendant qu'il mangeait, elle lui raconta comment elle avait appris la mécanique auprès de son père, puis seule après sa mort. Idriss, lui, parla peu de ses affaires, mais confia sa solitude. On croit que j'ai tout, dit-il. Mais parfois, les gratte-ciels sont plus froids que les rues poussiéreuses. Quand ils se quittèrent, Idriss posa une carte élégante sur la table. Idriss K. Et un numéro court. Si vous acceptez, j'aimerais revenir. Pour la voiture. Et pour vous entendre encore. Aïcha prit la carte sans un mot et retourna à son garage. Le soir, seule, elle la glissa dans sa boîte en fer blanc, à côté des plans de son père. Elle se força à sourire. Ce n'est qu'un client, dit-elle à voix basse. Mais son cœur savait déjà que ce n'était pas vrai. L'étincelle dangereuse. La limousine revint. Pas une fois. Pas deux. Mais 3 fois dans la même semaine. La première, Idriss prétexta un bruit étrange. La deuxième, un clignotant capricieux. La troisième fois, Aïcha l'attendait déjà, les bras croisés. Monsieur Kouyaté, dit-elle avec un sourire ironique. Vous êtes sûr que vos voitures ont autant de maladies? Non, admit-il, baissant les yeux. Mais moi, oui. Cette sincérité désarma Aïcha. Elle détourna son regard, replongea ses mains dans l'huile. Pourtant, elle le laissa rester, observer, poser des questions. Peu à peu, un rituel s'installa. Idriss apportait des petits cadeaux, des gants de protection, une lampe articulée, des outils rares. Mais Aïcha refusait de les accepter gratuitement. Ici, on n'achète pas les gens, dit-elle. Si tu veux donner, alors échange. D'accord, répondit-il avec un léger sourire. Je paierai avec mon temps. Contre une histoire de ton père. Ainsi, entre 2 réparations, des confidences naquirent. Idriss parlait de ses affaires, de ses batailles dans les hautes sphères, de la solitude glacée des grandes tours de verre. Aïcha, elle, racontait la dignité de son père, son rêve de créer une école de mécanique solaire, et la trahison qu'il avait ruinée. Un soir, un orage tropical éclata. Le ciel s'assombrit, la pluie martela la tôle du garage, transformant l'endroit en tambour. Idriss était resté, assis sur une caisse d'huile, les manches de sa chemise roulées. Aïcha, debout, rangeait ses outils. Tu sais, dit-elle, j'ai peur de toi. De moi? Demanda Idriss, surpris. Pourquoi? Parce que les hommes riches avalent tout sur leur passage. Et moi, je suis trop petite pour survivre à ça. Il la regarda longuement, ses yeux sombres reflétant l'éclat de l'orage.
Moi aussi, j'ai peur, murmura-t-il. Peur de trouver enfin quelque chose de vrai, et de le perdre. Un éclair illumina leur visage, figeant cet instant comme une photo. La pluie battait si fort qu'on n'entendait plus la ville, seulement leur respiration mêlée. Moussa, l'apprenti, passa la tête depuis l'atelier voisin. Grande sœur, on dirait que le ciel s'est fâché. Non, répondit Aïcha, la voix tremblante. C'est peut-être qu'il écoute. Elle détourna les yeux, mais son cœur battait trop vite. L'étincelle était née, dangereuse et irrésistible. Les langues de la ville. La limousine n'avait pas besoin de revenir souvent pour que le quartier en fasse tout un poème. Les yeux guettaient, les langues s'agitaient. Dès que la voiture noire apparaissait, les enfants couraient derrière, les vieilles femmes fronçaient les sourcils et les jeunes riaient sous cape. Tu as vu? La mécanicienne du coin fréquente un milliardaire. Une fille de Cambouis qui croit pouvoir grimper dans le ciel? Elle se brûlera les ailes, tu verras. Et si c'était vrai? Demanda une autre. Peut-être qu'il l'aime vraiment. Un riche aimait une pauvre. Allons, ma sœur. Les histoires comme ça ne dure que dans les chansons des griots. Même au garage, certains clients la regardaient différemment. Répare vite, Aïcha, lança un chauffeur de taxi, moqueur. Tu dois avoir des rendez-vous avec les grandes villas maintenant. Occupe-toi de ton taxi, répondit-elle sèchement. Mes mains travaillent pour tout le monde, riche ou pauvre. Mais le venin des rumeurs se glissait jusque dans sa famille. Son oncle Samba, inquiet pour sa réputation et ses affaires, lui parla un soir. Aïcha, ma fille, fais attention. On ne joue pas avec le feu des puissants. Ce garçon ne peut pas t'épouser. Et pendant ce temps, mes clients fuient, pensant que nos prix sont devenus ceux des riches. Tonton, ce garage vivra par notre travail, pas par leur commérage. Et Idriss, il est peut-être différent. Tous les riches se ressemblent, trancha Samba, amer. Pendant ce temps, dans la maison Kouyaté, une villa de marbre aux vitres étincelantes, la mère d'Idriss convoqua son fils. Elle portait un grand boubou blanc, ses yeux perçants comme des lames. Idriss, dit-elle d'une voix glaciale, notre nom est une jarre pleine d'eau claire. Si tu y plonges tes mains couvertes d'huile, c'est toute notre lignée qui sera salie. Maman, Aïcha est honnête, répondit-il calmement. L'honnêteté ne nourrit pas les alliances. Elle ne bâtit pas les empires. Son frère Cierno, plus jeune mais ambitieux, prit la parole à son tour. Idriss, les journaux n'attendent qu'une chose, te voir trébucher. Imagine la une, le milliardaire et la mécanicienne. Quelle image pour nos partenaires étrangers. Idriss resta silencieux un instant, puis leva les yeux vers eux. Si mon empire ne peut pas survivre à une femme honnête, alors il ne vaut rien. La discussion s'acheva dans un silence lourd. Sa mère détourna le regard, mais Cierno, lui, esquissa un sourire froid, celui d'un homme qui préparait déjà ses intrigues. Le soir, Idriss rejoignit Aïcha. Ils s'assirent dans un parc populaire, sous un grand baobab. À quelques pas, un griot chantait pour un mariage. Sakora tissait une mélodie douce, ses paroles racontaient l'amour qui brave les interdits. Idriss regarda Aïcha. Tu entends? Chez nous, les histoires se chantent pour qu'elles ne disparaissent pas. Je veux que la nôtre ait une chanson. Aïcha serra ses bras contre elle, le regard perdu dans la nuit chaude. Alors il faudra qu'elle survive aux langues des hommes, et à l'orgueil des familles. Les notes de la Cora montèrent dans le ciel sombre, comme une promesse fragile. Et dans l'ombre, les rumeurs continuaient de grossir, prêtes à se transformer en tempête. Les chaînes invisibles. Un matin, alors que le quartier s'animait déjà du vacarme des taxis et des vendeuses ambulantes, Aïcha rangeait ses outils quand son regard tomba sur sa vieille boîte en fer blanc. Elle l'ouvrit avec précaution, caressa les feuilles jaunies de son père. Parmi elles, un plan attira son attention. Alternateur solaire Lecoste version 3. Ses yeux brillèrent. « Papa, ton rêve respire encore, murmura-t-elle. Décidée, elle partit voir le professeur Ndiaye, ancien collègue de son père, aujourd'hui retraité et respecté comme un sage. « Professeur, regardez ça, dit-elle en dépliant les schémas. Le vieil homme ajusta ses lunettes, ses mains tremblant légèrement. Ton père, il était en avance sur son temps. Avec ça, Aïcha, tu pourrais t'alimenter des ateliers entiers. Mais il te faudra des pièces, du cuivre, et surtout, de la paix autour de toi. La paix, justement, disparaissait de son horizon. Les rumeurs enflaient. Les clients du garage se faisaient rares.
Certains murmuraient qu'Aïcha n'était plus des leurs, que le milliardaire l'avait déjà acheté. Même Moussa, son jeune apprenti, lui demanda un jour. « Grande sœur, est-ce vrai qu'il veut t'épouser ?» Aïcha détourna le regard. « Moussa, concentre-toi sur la mécanique. Les moteurs, eux, ne posent pas de questions. » Mais la pression ne venait pas seulement du quartier. Un après-midi, un homme en costume sombre entra dans le garage. Son allure était glaciale, son sourire absent. « Ce terrain va bientôt être repris, dit-il. Le gouvernement prévoit une nouvelle route. On vous rachète. »« Ce garage ne se vend pas, » répondit Aïcha, la voix ferme. « Alors il disparaîtra, dit-il avant de tourner les talons. » Le soir même, Idriss vint la trouver. Il trouva Aïcha assise sur une caisse, ses schémas éparpillés autour d'elle. « Laisse-moi t'aider, dit-il doucement. Je peux racheter ce terrain, protéger ton garage, financer ton projet. Et si j'accepte, tout le monde dira que j'ai vendu mon âme. Si je refuse, il m'écrase. Tu comprends mon piège ?» Un silence s'installa. Idriss sortit alors une petite clé USB de sa poche. « Tiens. Ce sont des documents de ton père que j'ai retrouvés grâce au professeur Ndiaye. Des contrats, des emails, la preuve qu'il a été trahi par ses associés. Ton père avait raison. » Aïcha sentit ses yeux se remplir de larmes. Ses mains tremblaient en serrant la clé. « Pourquoi fais-tu ça pour moi ? » « Parce que je veux réparer autre chose qu'un moteur. » Elle détourna le visage pour ne pas laisser couler ses larmes devant lui. « Idriss, si tu continues, ils te détruiront. »« Ils essaient déjà, » répondit-il avec un sourire triste. « Mais je n'ai pas peur de perdre ce qui ne me ressemble pas. » À cet instant, dans la maison familiale, son oncle Samba recevait un coup de fil discret. Une voix froide lui promit une forte somme s'il parvenait à convaincre Aïcha de quitter Idriss. « Réfléchis bien, » dit la voix. « Avec cet argent, ton commerce sera sauvé. » Samba, la sueur au front, répondit d'une voix hésitante. « Je vais voir ce que je peux faire. » Dans la nuit lourde, tandis que la pluie commençait à tomber, les chaînes invisibles de la trahison se resserraient autour d'Aïcha. Elle, sans le savoir, était devenue la pièce centrale d'un jeu dangereux où l'amour et l'argent s'affrontaient. La trahison. La pluie tombait dru ce soir-là, cognant sur les tôles du quartier comme 1000 tambours pressés. Le garage était presque vide, Moussa s'était endormi sur un vieux pneu, et Aïcha nettoyait ses outils quand une silhouette sombre franchit la porte. Un homme en costume, au visage lisse et aux yeux froids, posa une enveloppe gonflée sur l'établi. « Voilà, » dit-il d'une voix sans chaleur. « Une somme suffisante pour changer de vie. Tu quittes Idriss, tu disparais, et tu n'entendras plus parler de nous. » Aïcha resta immobile, fixant l'enveloppe comme si c'était du poison. « L'amour ne s'achète pas, » murmura-t-elle. « L'amour » rit-il sèchement. « Ma fille, l'amour ne nourrit pas. L'argent, si. Et ton oncle en a besoin. Il a accepté notre aide, mais à une condition, que tu partes. » Le sang d'Aïcha se glaça. « Mon oncle !» L'homme eut un rictus. Parfois, les plus proches trahissent mieux que les ennemis. Réfléchis. Demain, tout doit être réglé. Il quitta le garage, laissant derrière lui l'odeur amère du mensonge. Peu après, Aïcha surprit son oncle Samba au téléphone, la voix basse, nerveuse. « Oui, je lui parlerai demain. Elle comprendra. L'argent sauvera notre commerce. » Elle n'a pas le choix. Les jambes d'Aïcha se dérobèrent. Elle s'adossa au mur, le cœur brisé. Son propre oncle, celui qui l'avait élevée comme une fille, s'était vendu. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle écouta Moussa ronfler doucement, insouciant, comme un enfant qui ignore encore les pièges du monde. Elle fixait le plafond, ses pensées bourdonnant plus fort que la pluie. Quitter Idriss, disparaître, ou tout détruire autour de lui. À l'aube, quand le ciel s'éclaircit à peine, Aïcha prit une feuille tachée de cambouis. La main tremblante, elle écrivit quelques mots simples. « Pardonne-moi, Idriss. Je dois partir. Ne me cherche pas. » Elle posa la lettre dans la boîte à outils qu'il utilisait souvent, puis jeta un dernier regard au garage. Moussa dormait encore, son visage paisible éclairé par les premiers rayons gris. Aïcha s'approcha, lui embrassa doucement le front. « Grandis, petit frère », chuchota-t-elle. « Ne deviens pas prisonnier des dettes et des trahisons. » Sans bruit, elle franchit le seuil du garage, son foulard serré sur ses cheveux, son sac léger sur l'épaule. Ses pas résonnaient sur les pavés mouillés comme des coups de marteau. Elle marcha vite, sans se retourner.
La pluie s'était arrêtée, mais l'air restait lourd, comme chargé d'un secret. Derrière elle, la ville s'éveillait lentement. Devant elle, un avenir incertain l'attendait. Dans le silence du garage, seule la lettre restait comme une blessure posée sur l'acier. Et quelque part, dans une villa lumineuse, Idriss ignorait encore que le plus grand combat de sa vie venait de commencer. Le milliardaire brisé. Le matin, Idriss arriva au garage, impatient de revoir Aïcha. Sa limousine s'arrêta devant la devanture cabossée, mais quelque chose dans l'air lui sembla étrange. Pas de rire d'Aïcha, pas de bruit de clé à molette. Moussa courut vers lui, les yeux rougis. Grande sœur est partie. Elle a laissé ça. Le garçon lui tendit une feuille froissée, tachée d'huile. Idriss la déplia d'une main tremblante. Quelques mots seulement. Pardonne-moi, Idriss. Je dois partir. Ne me cherche pas. Le milliardaire resta figé, le papier collé à ses doigts. Son souffle s'accéléra, ses yeux brûlèrent. Lui, l'homme que rien n'avait jamais ébranlé, sentit ses jambes vaciller. Non, murmura-t-il. Pas comme ça. Il lança des recherches frénétiques. Ses chauffeurs sillonnèrent la ville. Ses contacts fouillèrent les gares, les bus, les hôtels. Il appela même la police, sous prétexte de « disparition inquiétante ». Rien. Comme si Aïcha s'était évaporée. Le soir, Idriss erra seul dans son immense bureau au dernier étage de sa tour. Les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles lointaines, mais il ne voyait rien. « Où es-tu, Aïcha ? Pourquoi ?» Son frère Cierno entra sans frapper. « Tu vois, Idriss ? Les illusions finissent toujours par se briser. Cette fille ne t'aimait pas. Elle a pris ce qu'il fallait et elle est partie. Tais-toi, gronda Idriss, le regard sombre. Tu ne sais rien. Je sais que tu es faible, reprit Cierno avec un sourire cruel. Et dans les affaires, la faiblesse se paie cher. Idriss se détourna, refusant de lui donner la victoire d'un mot. Mais son cœur saignait. Dans la villa familiale, sa mère observait son fils s'enfermer dans le silence. Elle le trouva un soir, assis dans le jardin, fixant les étoiles. « Idriss, dit-elle doucement. Les amours impossibles ne sont pas une honte. Elles sont une leçon. Non, maman. Aïcha n'était pas une illusion. Elle était la vérité. » Les semaines passèrent. Les journaux parlaient d'Idriss comme d'un homme concentré sur ses affaires, mais la vérité était autre. Il travaillait jour et nuit, comme pour combler un vide. Ses succès financiers s'accumulaient, mais dans ses yeux brillait une tristesse que rien n'effaçait. Parfois, tard le soir, il relisait la lettre d'Aïcha. Les mots simples lui semblaient des lames. « Ne me cherche pas. » Mais son cœur refusait d'obéir. Dans les rues de la ville, les griots chantaient encore des histoires d'amour contrariées, de promesses brisées. Et chaque fois qu'Idriss entendait leur voix, son âme se déchirait un peu plus. Il n'était plus le jeune milliardaire confiant. Il était devenu une ombre, riche mais vidée, un roi sans royaume dans son propre cœur. Le retour de l'ombre. Les années passèrent. Le nom d'Idriss Kouyaté régnait toujours sur les colonnes des journaux économiques. Investissements florissants, nouvelles tours, partenariats internationaux. Mais derrière ses victoires, son regard s'était assombri. Les rumeurs disaient qu'il avait eu des compagnes célèbres, de riches héritières, mais aucun visage n'avait jamais su rallumer la lumière éteinte de ses yeux. Une nuit, Idriss fut invité à un gala caritatif dans un grand hôtel de la capitale. Les lustres de cristal illuminaient la salle, les convives en boubou brodés et en robe de soirée riaient à gorge déployée. Mais lui restait distant, un verre à la main, perdu dans ses pensées. Puis une voix s'éleva sur la scène. Une femme, vêtue simplement d'un pagne bleu et d'une chemise sobre, prenait la parole au micro. Elle n'avait pas la prestance des mondains, mais sa sincérité traversa la salle comme une flèche. « Je m'appelle Aïcha, dit-elle. J'ai fondé une petite association pour former des jeunes filles à la mécanique. Trop longtemps, on a dit que ce métier n'était pas fait pour nous. Mais je crois que nos mains, comme celles des hommes, peuvent réparer et construire. » Idriss manqua d'air. Son cœur bondit, comme réveillé après un long sommeil. C'était elle. Plus belle encore, malgré les années. Plus forte, son regard marqué par les épreuves, mais brûlant de la même flamme. Il se leva brusquement, ses yeux rivés sur elle. Le monde entier disparut autour de lui. Quand elle descendit de l'estrade, leurs regards se croisèrent. Le temps s'arrêta. Ils s'avancèrent l'un vers l'autre, hésitants. « Idriss, murmura-t-elle,
la voix brisée par l'émotion. Pourquoi? Demanda-t-il simplement, son souffle tremblant. Pourquoi es-tu parti? Elle baissa les yeux, incapable de soutenir les siens. Je devais te protéger. Il voulait te détruire à cause de moi. Mon oncle, il m'a trahi. On m'a forcé à choisir. Et tu as choisi de m'abandonner, dit Idriss, la douleur perçant dans sa voix. Pour que tu survives, Idriss. Si je restais, il t'aurait tout pris. Il serra les poings, puis soupira, les larmes lui montant aux yeux. Tu crois que j'aurais préféré survivre sans toi? J'aurais préféré tomber à tes côtés, plutôt que de vivre dans ce désert. Un silence lourd s'installa. Autour d'eux, les rires et les musiques du gala semblaient venir d'un autre monde. Aïcha releva enfin les yeux. J'ai souffert autant que toi. Mais regarde. Elle montra la petite troupe de jeunes filles en combinaison bleue, venues avec elle. Elle riait en découvrant les dorures du palais. Grâce à ton souvenir, j'ai continué. J'ai transformé ma douleur en école. Idriss esquissa un sourire triste. Même quand tu pars, tu bâtis. Moi, je n'ai fait qu'empiler des tours sans âme. Le griot, invité pour l'événement, commença à chanter doucement, improvisant sur sa kora. Deux cœurs séparés par la tempête se retrouvent sous le même ciel. Mais les cicatrices parlent plus fort que les tambours. Les convives, intrigués, observaient déjà ce rapprochement inattendu. Mais pour Idriss et Aïcha, il n'y avait plus qu'eux, debout au milieu de la foule dorée, comme deux ombres revenues à la lumière. Le sacrifice final. La nuit du gala avait rallumé une flamme que les années n'avaient pas éteinte. Idriss et Aïcha se revirent souvent, d'abord discrètement, puis avec une tendresse assumée. Mais derrière ces sourires, Idriss cachait un secret lourd comme le plomb. Depuis quelques mois déjà, son corps lui envoyait des signaux. Une fatigue anormale, des douleurs persistantes, des vertiges. Il avait consulté en silence, loin des regards, et les médecins avaient prononcé la sentence. Un mal incurable, quelques mois à vivre, pas plus. Un soir, il emmena Aïcha dans un petit restaurant au bord de la mer, loin des regards mondains. Les vagues caressaient doucement la plage, et le ciel s'embrasait d'un coucher de soleil rouge. Aïcha, dit-il d'une voix grave, il faut que je te dise la vérité. Qu'y a-t-il? Demanda-t-elle, inquiète. Il prit ses mains entre les siennes. Je suis malade. Très malade. Le temps qu'il me reste est compté. Le monde s'écroula pour Aïcha. Elle se leva, les yeux noyés de larmes. Non. Idriss, ne dis pas ça. Il y a toujours un traitement, toujours un espoir. Pas cette fois, répondit-il doucement. Mais écoute-moi, je ne veux pas passer mes derniers jours dans les hôpitaux. Je veux les vivre avec toi. Elle s'effondra sur sa chaise, les épaules secouées par les sanglots. Idriss essuya ses larmes du bout des doigts. Aïcha, depuis toujours tu rêves de cette école, de former les enfants des rues, de donner une chance aux filles comme toi. Laisse-moi t'aider à la bâtir, maintenant. Dans les semaines qui suivirent, ils unirent leurs forces. Idriss mit à disposition une partie de sa fortune. Ensemble, ils achetèrent un vieux hangar qu'ils transformèrent en atelier-école. Les enfants du quartier y affluèrent, fascinés par les moteurs, les outils brillants, et la patience d'Aïcha. Idriss, affaibli, venait chaque jour s'asseoir sur un banc, observant les jeunes filles manier les clés à molette. « Tu vois ?» dit-il un jour en souriant. « Voilà mon empire désormais. Pas des tours de verre, pas des chiffres. Ces enfants-là, c'est mon héritage. » Aïcha s'agenouilla devant lui, les larmes aux yeux. « Et moi, qu'est-ce que je suis pour toi? Toi ?» murmura-t-il, en posant une main tremblante sur sa joue. « Tu es la seule vérité que j'ai rencontrée. » Un griot du quartier, témoin de leur œuvre, composa un chant. Chaque soir, il venait devant l'école et récitait. Le riche a trouvé la richesse dans le cœur d'une pauvre. Et de leurs mains réunies est née une lumière, que ni la mort ni l'oubli ne peuvent éteindre. Mais déjà, le corps d'Idriss faiblissait. Sa peau pâlissait, ses pas se faisaient lourds. Pourtant, chaque sourire d'enfant qu'il voyait entrer dans l'école semblait lui donner un souffle de plus. L'héritage d'un amour. Les jours passaient, et la santé d'Idriss s'effritait comme une bougie qui s'éteint lentement. Pourtant, il s'obstinait à venir chaque matin à l'atelier école. Assis sur un vieux banc de bois, il observait les enfants rire, bricoler, démonter un moteur de mobilette, et son visage fatigué s'illuminait de fierté. « Tu vois, Aïcha, disait-il d'une voix faible. Voilà ce qui me guérit, même pour quelques instants. Ces enfants,
C'est notre victoire contre l'injustice. Aïcha, les larmes aux yeux, essayait de sourire pour lui donner du courage. Mais chaque nuit, elle priait en silence, espérant un miracle que les médecins avaient déjà condamné. Un matin, Idriss ne se leva plus. Sa chambre était baignée d'une lumière douce. Il tenait la main d'Aïcha, son souffle court. « Promets-moi, dit-il dans un murmure. Promets-moi de continuer l'école. Promets-moi que mon nom vivra dans le cœur de ces enfants, pas seulement dans les journaux. Je te le jure, Idriss, sanglota-t-elle. Ton rêve est devenu le mien. » Il esquissa un dernier sourire, puis ferma les yeux pour toujours. Les funérailles furent grandioses, mais différentes de toutes celles que la ville avait connues. Les puissants en costumes élégants se mêlaient aux mécaniciens en salopettes usées, aux enfants des rues en habits simples. Pour la première fois, riches et pauvres se tenaient côte à côte, unis par la mémoire d'un homme qui avait aimé au-delà des frontières. Un griot prit la parole, sa cora résonnant comme une plainte sacrée. Il avait des tours d'or, mais il a choisi une cabane de fer. Il avait des milliards, mais il a choisi un cœur. Et de cet amour est née une école. Plus solide que tous les palais. Les yeux d'Aïcha étaient rougis par les larmes, mais sa voix, lorsqu'elle parla, fut ferme et claire. Idriss m'a appris qu'on peut être puissant sans dominer, riche sans humilier, amoureux sans condition. Il est parti, mais il nous a laissé un héritage, l'amour et le savoir. Elle continua seule l'œuvre qu'ils avaient commencée. L'école devint un centre reconnu, formant des dizaines, puis des centaines de jeunes, garçons et filles, à la mécanique et aux technologies nouvelles. Les plans solaires de son père, qu'Idriss avait sauvés, furent enfin réalisés. Les ateliers fonctionnaient grâce à l'énergie du soleil. Les habitants la surnommèrent bientôt « Maman des moteurs ». On venait de loin pour la voir enseigner. Mais chaque fois qu'un moteur ronronnait sous ses mains, son cœur murmurait « Tu es toujours là, Idriss ». Un soir, alors qu'elle fermait l'atelier, Aïcha leva les yeux vers le ciel. Les étoiles scintillaient. Elle eut l'impression d'entendre la voix de son bien-aimé. « Continue, je suis fière de toi. » Elle sourit à travers ses larmes. L'amour qu'ils avaient partagé n'avait pas vaincu la mort, mais il avait bâti un héritage éternel. Une école, une génération, et une histoire que les griots chantaient désormais dans les marchés et les villages. Et ainsi, même après la fin tragique, leur amour devint lumière, plus fort que la richesse, plus fort que la misère, plus fort que le temps. L'amour plus fort que les mondes. L'histoire d'Aïcha et d'Idriss n'était pas celle d'un conte de fées. Ce fut une route accidentée, pleine de larmes, de trahisons et de sacrifices. Elle, fille de la poussière et des moteurs, avait grandi dans la rudesse mais gardé la pureté de son âme. Lui, héritier des tours de verre et des fortunes colossales, avait découvert qu'aucun empire ne valait la chaleur d'un amour vrai. Leur rencontre fut un hasard, leur amour un défi, leur séparation une blessure, et leur retrouvaille un miracle. Mais au bout du chemin, c'est le sacrifice d'Idriss et la persévérance d'Aïcha qui donnèrent un sens à cette histoire. De leur union improbable naquit une œuvre vivante, une école, un héritage pour les enfants oubliés, une preuve que l'amour peut briser les murs de classe, de fortune et de sang. Idriss reposa en paix, sachant qu'il avait donné le meilleur de lui-même. Aïcha continua, portant son nom comme une prière et son rêve comme une mission. Et dans les champs des griots, on raconte encore. L'or et la pauvreté s'étaient croisés. L'amour les alliait. Et de leurs cendres a jailli une lumière. Que même la mort n'a pu éteindre. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir, abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus, mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.